Peut-être je commence par me présenter. Laetitia Carl, je suis directrice générale chez Greenly. À côté de ça, je suis aussi vice-présidente de France Digital, qui est une association qui regroupe des startups et des entrepreneurs en France. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas aussi. Et donc, chez Greenly, nous, on manage de la donnée. Le thème, c'est la donnée. On manage de la donnée environnementale, principalement carbone. Donc, je vois que j'ai des amis de Citron et d'Ipki qui comprennent bien ce qu'on fait parce qu'on est vraiment dans le même écosystème. Donc, nous, on va aider les entreprises à mesurer leurs émissions carbone, les réduire et les reporter dans plusieurs frameworks. Je ne sais pas si vous faites un petit peu ça dans vos entreprises, peut-être pas vous personnellement en tout cas, mais c'est un gros sujet, c'est de piloter sa donnée carbone pour prendre des décisions importantes. Côté produit, c'est quelque chose qui peut être assez important pour de l'éco-conception. Donc, dans la mesure carbone, il y a la mesure carbone de l'entreprise, mais il y a aussi la mesure carbone d'un produit. Et donc, quand on fait du SaaS, la mesure carbone de son produit, c'est un peu la mesure carbone de l'entreprise, mais dans certaines industries, quand on fait notamment de l'industrie, du manufacturing, on va se demander comment construire un produit qui a la plus petite empreinte carbone possible. Et donc, du coup, il y a un vrai enjeu à piloter sa donnée, se demander si je change tel paramètre, est-ce que l'empreinte carbone de mon produit sera moindre. Et donc, voilà, nous, on aide les entreprises à ça, à piloter leurs données, niveau entreprise, niveau produit. On est client Cumul puis Luzmo depuis assez longtemps. Je pense que je vais peut-être commencer par ce chapitre-là qui est un peu nos histoires de stack technique. C'est que donc chez Greenly, on s'est lancé en 2019. À l'époque, il y a eu peut-être 50 startups qui se sont lancées en même temps que nous pour faire la même chose. C'était un peu la hype de l'ESG, etc. Je pense que l'année dernière, il y avait peut-être 100 boîtes qui faisaient comme nous en France, 200 dans le monde, parce que la France est hyper en avance sur le carbone. Donc ça, c'est une super nouvelle, on est les plus matures et tout. Et puis, il y a eu un peu le backlash de l'ESG récemment, donc le recul des lois CSRD, Trump, ce genre de trucs. Donc là, il y a un peu moins de personnes qui arrivent à survivre et la vraie différence en fait entre nous et les autres dans les moments difficiles, c'est vraiment des questions de produits. Et donc comment on est arrivé à construire un produit qui était mieux que les autres, c'est d'abord la vitesse d'exécution. Donc on a un super CTO qui aurait sûrement dû être là à ma place, mais il est occupé et puis il n'aime pas trop parler, enfin en public. C'est Mathieu Vagreville qui a décidé assez tôt dans l'histoire de Greenly qu'il fallait qu'on soit hyper agile et qu'on développe extrêmement vite. Et donc développer extrêmement vite, ça ne veut pas dire mettre tous les devs et les products en burn-out, ça veut dire vraiment leur donner les outils pour aller plus vite et passer moins de temps et réduire les customer feedback loops. Et donc en fait, on a décidé qu'on ferait tout notre front-end en no-code. Donc on est passé par notamment Retool, mais quelque part aussi Luzmo qui est aussi, je pense qu'on peut dire c'est du no-code Luzmo, c'est clairement ça. Ouais. Donc en fait, l'idée c'était que on voulait que quand un client dise je suis pas content sur ça, limite la personne qui reçoit le feedback, qui est du coup pas forcément le développeur, mais plutôt le Customer Success Manager, puisse lui dire t'inquiète je le fais et qu'en 2 heures il l'ait fait. Donc on a mis toute notre front-end en no-code pour que tout le monde puisse développer des features. Donc on n'avait pas de développeurs, enfin on avait des développeurs pour le back-end, mais sur le front-end c'est pas des développeurs, c'est des product builders. Et donc avec ça, on a pu très très vite itérer. Donc là où on s'est un peu aussi différencié du reste de notre industrie, c'est que sur le bilan carbone, ça paraît évident de se dire les gens vont faire ça parce que c'est une obligation, donc c'est-à-dire qui est obligé, c'est les très très grands groupes. Et donc on a beaucoup de concurrents qui sont concentrés sur les très très grands groupes. Mais les très grands groupes, c'est des longs cycles de vente et donc des longues feedback loops. Et donc après, pour faire du produit, t'as résolu le problème très longtemps après. Nous, on est un peu impatients chez Greenly et en plus, voilà, heureusement qu'on est impatient parce que notre problème est très urgent, le problème qu'on résout. Et donc on a décidé de se concentrer plutôt sur les petites entreprises. Il se trouve qu'il y a un marché parce que les grosses entreprises mettent la pression aux petites
pour reporter leurs émissions, parce qu'il y a un côté transitif où les émissions de mes fournisseurs sont mes émissions. Et donc du coup, les petites entreprises ont une grosse pression pour travailler avec des grands groupes du CAC 40 de reporter leurs émissions. Et donc elles sont venues vers nous et nous on leur a dit, enfin la promesse c'était un peu, avec nous tu vas pouvoir envoyer tes données carbone à ton client pour moins de 5 000 €. Donc c'était super, ça me coûte moins cher qu'un consultant, j'y vais. Donc voilà, donc on a commencé avec les petites entreprises et en commençant avec les petites entreprises, ça nous a permis en fait d'avoir beaucoup de clients dès le début. Donc je pense que voilà, au bout d'1 an et demi, 2 ans, on avait 1000 clients. Et en fait, 1000 clients, c'est 1000 feedback loops. Et donc en fait, pour commencer, c'était vraiment super parce qu'on était sur un secteur assez nouveau où les gens savaient pas forcément ce qu'ils faisaient. Enfin nos 1000 premiers clients, c'est sûr, ils faisaient presque tous leur bilan carbone pour la première fois. Donc ils venaient sans savoir ce qu'ils voulaient. Parce que parfois le client ne sait pas vraiment ce qu'il veut, hein, ça arrive. Et donc ils venaient sans savoir ce qu'ils voulaient. Et par contre, en le faisant, ils se disaient mais ça me frustre, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc on a voulu itérer très vite. Et c'est ce que le no-code nous a permis de faire. Donc sur le sujet en particulier des dashboards, on a des clients dans pas mal d'industries différentes ils se demandaient beaucoup, ouais d'accord, mais moi je veux voir mes émissions en fonction de mes sites, je veux voir mes émissions en fonction de mes produits, en fonction de mes clients. Et donc il y avait plein de dashboards différents à faire et donc au bout d'un moment ça commençait à être assez lourd parce que le CSM demandait au product manager qui demandait aux développeurs ce que voulait le client, donc c'est vrai, il le faisait, etc. Et ça mettait très longtemps à faire les feedback loops et donc on s'est dit ce qu'on veut, c'est vraiment que le CSM puisse directement savoir. Donc lui, il connaît très bien son client et sait c'est quoi ses enjeux, qu'il puisse construire les dashboards qui correspondent à ses enjeux. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur l'Usmo. C'était pour pouvoir créer des dashboards plus rapidement. Et aujourd'hui, on veut aller plus loin que ça parce que dans à peu près tout ce qu'on fait, on veut donner le pouvoir au client lui-même de s'approprier ses données en fait et on veut qu'il puisse créer ses dashboards lui-même sur l'Usmo. Donc maintenant on a même une ligne de produits qui s'appelle Dashboard l'Usmo et donc il prend sa petite licence à l'Usmo et en fait on lui fait une petite formation d'une heure et il apprend à gérer sa donnée Greenly directement avec l'Usmo. Donc voilà, ça c'est le côté speed qui a vraiment fait une différence parce qu'on a réussi à vraiment itérer sur notre produit très vite. Et en plus, en commençant avec les petites entreprises et en faisant ça, on a créé un produit qui était finalement assez solide et qui sert très bien le mid-market parce qu'on répond à tous ces besoins-là. Et aussi, même certaines grosses entreprises pour qui on a un produit un peu particulier où on va chercher les données de sa supply chain. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'en fait, ça nous a permis de faire grandir notre produit d'un petit produit SMB pour les petites entreprises à un produit vraiment très sophistiqué. Donc ça, c'est la partie speed. Et l'autre partie, c'est la partie personnalisation. Donc nous, on a des clients qui sont dans beaucoup d'industries différentes, qui ont des sujets différents, et les émissions, c'est très différent selon les industries. Donc moi, je suis une boîte de tech, mes émissions, c'est mon cloud, mon inventaire IT, etc. Si on est une boîte de consulting, c'est les voyages. Si on est une boîte de manufacturing, c'est vraiment ma production, mes usines, etc. Donc, on avait pris le parti pris d'être multi-vertical et donc de servir tout type de clients. Et en fait, on a remarqué très vite qu'ils avaient tous des besoins très différents. Et donc, on s'est dit, en fait, il faut qu'on crée une plateforme différente par industrie. Et donc, évidemment, là encore, c'est beaucoup de travail. Mais en fait, à force d'itérer sur plusieurs clients, on a réussi à trouver les briques. Et donc, en fait, on a des briques par hotspot d'émission. Et quand un client arrive dans une industrie, on lui donne les bonnes briques par rapport à son industrie. Et donc les bonnes briques, ça inclut aussi les dashboards pour faire de l'hyper-personnalisation, pour que chacun ait l'impression qu'il ait sa plateforme qui corresponde exactement à son industrie. Et donc aujourd'hui, quand on va voir une boîte de retail, on lui dit qu'on est des spécialistes du retail, et puis il a la plateforme retail. Quand on va voir un fonds d'investissement, on lui dit qu'on est spécialiste des fonds d'investissement, et il a une plateforme d'un fonds d'investissement. Et donc ça a été aussi possible par le no-code et c'est quelque chose qui nous a beaucoup différenciés et qui nous a permis aussi de pénétrer beaucoup de verticales. Donc après, il y a un côté données de facteurs d'émission
C'est-à-dire que sur une verticale donnée, on se demande aussi quel est le facteur d'émission spécifique, je sais pas, sur le vin, on va se demander quel est le facteur d'émission spécifique du raisin, de la bouteille, etc. Et en fait, si on l'a fait pour 2-3 entreprises viticoles, on va réussir à le faire pour 15 autres parce qu'on va leur dire on a tous les bons facteurs d'émission de ton secteur. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a aussi permis de grossir. Et voilà, donc du coup maintenant, chez Greenly, on a 3000 clients, on est 250 employés, on est à peu près partout dans le monde, donc on a 20% de notre chiffre d'affaires aux US, malgré Trump, on a 20% en Angleterre, 10% en Europe et 50% en train de se réduire pour ça en France. Et voilà, donc du coup, on accompagne les entreprises dans le pilotage de leurs données ESG et carbone principalement. Déjà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ouais. J'ai toujours des questions. Attends, il y a quelqu'un d'autre qui avait une question. D'abord. J'ai pas mal de questions. Ouais. Vas-y. Du coup, vous proposez à la fois des dashboards génériques pour tous les clients ou par secteur d'activité, et après, ils ont comme option de personnaliser. Sur du c'est ça. Ouais, en gros, c'est important qu'ils aient quelque chose. Tout le monde n'a pas forcément envie d'un truc personnalisé, etc. Donc, on leur propose les dashboards qu'on pense être les bons. Mais bon, comme on a souvent tort sur ce qu'on pense être la bonne chose à faire, heureusement, on peut les customiser en fonction. Il y a un gros sujet aussi sur la donnée, et je pense que c'est pas que la donnée carbone, c'est la donnée en général, c'est les questions d'entité, de site, etc. C'est de savoir, ok, en fait, j'ai l'émission carbone de mon groupe, mais je veux aussi celle de chaque site, etc. Et donc en fait, découper la donnée en plusieurs sites, en plusieurs entités, ça on peut le faire avec des tags et ça permet de faire d'autres dashboards. Il y a aussi beaucoup de clients qui nous demandent de donner la donnée par client. Par exemple, Microsoft met beaucoup de pression à ses fournisseurs sur je veux que vous me donniez les émissions, mais seulement celles qui ont à voir avec votre activité avec moi. Et donc, en fait, le client il se dit mais qu'est-ce que je fais avec Microsoft? Là, j'ai fait un voyage. Donc, en fait, il y a un petit peu de mes voyages qui vont pour Microsoft, il y a un petit peu de mon inventaire IT qui va chez Microsoft, un peu de mes employés qui vont chez Microsoft, un peu de mon cloud, etc. Et en fait, c'est un peu taguer ces émissions pour se dire lesquelles sont à Microsoft et pouvoir faire un rapport à Microsoft en disant mes émissions pour toi, c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment aller dans la donnée granulaire et avoir du coup ce système de tagging qui est souvent demandé. Et est-ce que parmi vos clients qui ont des accès du coup aux designers de dashboard, il y a différentes typologies de users, ou principalement un par client? Normalement, ouais, c'est quand même. Enfin, c'est pas 50% de nos clients qui ont ça, ça se compte sur les doigts peut-être de 4 mains, mais ceux qui ont les dashboards Lusmo, en général, c'est une personne chez le client qui va être vraiment le chef de projet de la donnée et qui va construire les dashboards. C'est pas, on n'a pas trop un modèle à je pense par exemple à HubSpot qui a des dashboards où tu as tout le monde qui fait ses propres petits dashboards. Nous, c'est plutôt, tu as la plateforme globale et puis tu as un mec qui va décider, moi, pour mon entreprise, on a plutôt besoin de tel dashboard et donc il va le faire. Parce que c'est ça, moi j'avais demandé comment vous faites pour rendre intelligible et simple la donnée pour vos clients finaux qui n'ont pas forcément la connaissance de vos datasets, etc. Donc c'est qu'il y a un utilisateur expert qui est formé quand même sur ça. Pour la partie dashboarding, ouais. Après, nous, comme on a commencé avec les SMB, c'est vrai que même nos utilisateurs principaux, ils ne sont pas du tout formés au carbone, ils ne comprennent pas forcément ce que c'est. Donc, on essaie de rendre la plateforme le plus intuitive possible pour que tout le monde puisse comprendre et prendre des décisions par rapport à ça. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être expert pour comprendre les dashboards. Mais par contre, celui qui voudra aller faire des dashboards particuliers, il faut plutôt être expert en Lusmo qu'en carbone. Oui, c'est ça, en Lusmo et en connaissance de la structure data. C'est ça, ouais. Pouvoir drag and drop les bons champs. Exactement. Et sans parler de clients, de user designers, est-ce que tu sais combien de vos users consultent les dashboards? Tu as dit 3000 clients. Pour le coup, les dashboards que nous on fait, presque tous les consultent, ne serait-ce que sur la réunion de restitution. Donc c'est un petit peu un point clé dans notre Customer Journey. C'est le moment où il a fini la phase de collecte de données et on va lui présenter son rapport.
Avant, on le faisait avec des slides qu'un expert faisait à la main en partant des données de la plateforme. Maintenant, on a tout un parcours dans la plateforme. On va lui montrer, on va lui raconter son histoire carbone à partir de la donnée dans la plateforme. Et donc, on va lui montrer les dashboards devant les yeux. Donc, même ceux qui veulent vraiment pas voir les dashboards, ils les verront à ce moment-là. Donc, tout le monde a un moment des dashboards. Enfin, c'est vraiment ce qu'ils attendent en sortie de notre... c'est l'output qu'ils attendent de Greenly, quoi. Ok. Donc, je me demandais plus en termes de volume de personnes qui consultent les... On n'a pas vraiment beaucoup d'utilisateurs par client sur notre plateforme. Donc, on a soit des grands groupes ou des équipes sur l'éco-conception, sur les produits, où on peut avoir parfois des équipes entières dessus. Mais en général, quand on a un client qui a 5000 employés, il y en a peut-être 5 sur Greenly, quoi. On n'est pas une plateforme qui est utilisée par tout le monde, à part sur une petite brique qui est la plateforme employée, parce que sachez que les déplacements domicile-travail et les habitudes alimentaires comptent comme les émissions carbone de votre employeur. Et donc, du coup, on va demander à tout le monde dans l'entreprise qu'est-ce que tu manges le midi et comment tu vas au travail. Mais ça, c'est plutôt un surveil qui est envoyé à tout le monde dans la plateforme. Mais sinon sur la plateforme générale, il y a plutôt une poignée d'utilisateurs, parfois juste 1, 2, parfois 5, 10, mais pas non plus 5000 par an sur une entreprise de 5000 personnes. Ok, ça marche. Merci. Tu avais plein de questions. Ouais, comment on forme en interne les gens sur du Luzmo? Parce que quelque part, tu en as fait des super power users. Ouais. Comment vous avez fait? Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, ils sont débrouillés tout seuls, Ouais. ils utilisent juste la doc. C'est pas comme si j'ai une académie étendue dans Luzmo non plus. Non, mais on a fait notre. Si c'est pas vous qui avez fait la doc, on l'a fait nous-mêmes alors. Je t'avoue, c'est pas moi qui ai construit la formation, donc pour moi, je sais qu'elle existe. Mais en fait, on a donc voilà, les devs, ils connaissent très bien Luzmo et je pense que c'est eux qui sont les plus gros utilisateurs. Mais il y a les product builders, du coup, qui doivent construire chacune de leurs briques du produit, qui vont intégrer Luzmo, mais sur des dashboards par défaut. Et ensuite, la formation des experts climat. Donc nous, les experts climat, c'est comme ça qu'on appelle notre CSM, c'est ceux qui vont aider les clients à utiliser la plateforme. Et donc les experts climat, c'est dans leur onboarding, où on leur dit, voilà, s'il faut créer des dashboards spécifiques, tu peux le faire avec Luzmo. Et puis ensuite, il y a des petits outils de formation. Et ce qui est marrant, c'est que sur l'autre côté de l'entreprise, côté marketing ou sales, je pense même pas qu'ils savent ce que c'est que Luzmo, qu'ils savent que ça existe. C'est l'output, au fond, c'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est un peu... il y a un moment dans l'entreprise où il y a la barrière où Luzmo n'est plus connu. Et donc, ils savent parfois que si un client qui demande est-ce que je peux faire des dashboards personnalisés, ils répondent oui, mais je pense qu'ils n'ont aucune idée comment ça marche. Et qu'ils se disent juste dis oui à tout parce qu'on m'a dit OK pour dire oui à ça. Mais sinon, ils n'ont aucune idée qu'on passe par un prestataire externe. Et voilà, c'est pas leur problème. Non, mais j'aime bien ce cheminement de se dire, vous avez construit la formation en interne sur tes équipes, mais tes équipes vont aller jusqu'à former leurs propres clients finaux. Ah oui, tu parles de la petite formation qu'on propose aux clients. Moi, j'en vois deux. Ouais. Tu vois, je vois déjà, vous formez votre team, et puis votre team va aller jusqu'à... C'est ça. Après, je pense, c'est pas quelque chose qui est... on n'a pas quelque chose qui est super structuré sur formation client, c'est qu'ils ont 1 heure où il va lui dire bah voilà, le dashboard Luzmo, moi quand je te le fais pour toi, regarde comment je drag and drop, comment je construis mon truc, mais on n'a pas, si tu veux, j'ai pas une Luzmo Academy en interne. Mais tu as une feedback loop qui vient par là aussi pour vos propres rapports, je suppose, grâce à ça. Pour nos rapports, que vous-même, parce que tu as dit, ils vont mettre un corps en place, mais le fait qu'ils vont itérer avec le client, je suppose que ça vient enrichir ses propres rapports là aussi. Ouais, après le rapport il dépend du client selon ce qu'il y a sur sa plateforme. Donc, s'il a fait des dashboards particuliers, c'est bien les premiers qu'on va mettre dans son rapport. Mais sinon, on a notre structure habituelle de rapport avec les dashboards standards. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des réflexions d'ailleurs, pas forcément des questions, on peut juste discuter. Allez-y. Ouais. J'ai deux questions. La première, c'est si tu as une feedback loop très courte, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu sur 3000 clients où si tes rapports bougent beaucoup, potentiellement les gens sont un peu perdus d'un rendu qui change Ouais, déjà, les clients ils nous disent souvent qu'on change trop sans les prévenir. Donc, c'est un gros sujet chez nous parce que voilà, il y a la feedback loop, mais on est très rapide sur tout ce qu'on fait, on change beaucoup, donc on nous reproche souvent de pas assez faire de product marketing quelque part, de pas assez les prévenir.
Donc là, on fait une énorme product keynote le 8 octobre parce qu'on va faire un gros changement. C'est que maintenant qu'on a un peu stabilisé la plateforme, parce que là, je parlais de rapidité et d'itération, c'était surtout au début, hein, c'était sur quand on n'avait rien et qu'il fallait qu'on construise un produit. Maintenant, on a un produit qui est assez stable et qui n'a pas bougé depuis quelques temps. Et le no-code, donc surtout Retool, qui est tout le front-end, ça devient un peu lourd pour 3000 clients, un peu cher. Et donc, on migre toute notre plateforme en React. Donc, on a fait ça cet été. Et là, ça va être disponible pour les clients donc début octobre. Et donc là, c'est vraiment tout le design va changer. Enfin, nos designers, ils sont trop contents parce que le truc no-code, forcément, t'as des briques, tu peux pas bouger de ces briques. Donc là, ils peuvent enfin s'éclater à faire des jolis trucs à droite à gauche, mais aussi changer le user flow, etc. Donc, il va y avoir beaucoup de changements pour les clients. Et donc là, on va vraiment faire de l'accompagnement parce que c'est pas juste j'ai changé l'endroit où je mettais mon bouton, c'est vraiment toute la plateforme va changer. Donc là, on fait beaucoup de communication. Mais sinon, ouais, on nous reproche pas mal de faire trop de changements sans prévenir. Donc, il y en a qui le prennent bien, qui disent oui, bah, c'est sympa, ça fait 2-3 ans que je suis avec Greenly, et à chaque fois, bah, je m'y perds un peu, mais au final, je vois que c'est pour des trucs qui sont mieux. Puis il y en a qui sont un peu là, genre j'en ai marre, à chaque fois que je cherche un truc, c'est plus à l'endroit où je le cherchais. Mais bon, on essaie de s'améliorer là-dessus, faire plus de newsletters, que les gens ne lisent pas, et utiliser des outils pour parler des features qu'on ship, récupérer le feedback, etc. Ma deuxième. Ouais, j'allais dire, t'en avais deux. Ouais. Donc, si on met de côté les vrais rapports complètement custo là, sur les que tu tentes sur quelques mains, est-ce que ça veut dire que donc vous êtes arrivé à avoir une vraie spécialisation verticale, mais est-ce qu'au sein d'une verticale, vous allez ajuster pour chaque client les rapports qu'il a, ou est-ce que... Sur une verticale, on va avoir un certain set de dashboards qui vont avoir avec cette verticale. Mais si le client ne le demande pas, on ne va pas changer les rapports par rapport au client. C'est vraiment... soit il y a cette histoire de tag par entité pour un peu découper la data par site. Et donc ça, c'est un peu préconfiguré. Donc s'il nous a fait les tags, et ben, on a ce dashboard qui est prêt, mais c'est plutôt un dashboard standard. Sinon, c'est rare que les experts climat, du coup... fasse des choses archi-custo si le client ne l'a pas du tout demandé. S'il demande, et s'il demande, on le fait. Possible ouais. d'avoir un rapport qui n'existerait que chez un client parce que... Ah oui, non, ça arrive souvent. Par contre, quand le client il dit « Ah, mais moi, c'est hyper important pour moi que je vois mes émissions par ci, par ça, etc. » Et ben, on lui fait nous-mêmes grâce à l'USMO. Et donc, comme ça, il a ses dashboards particuliers. Et si on sent que c'est quelqu'un qui va nous demander ça tous les 3 jours, on lui dit écoute, un moment, ça va, je vais t'apprendre à utiliser l'USMO et tu te débrouilles parce que pas que ça à faire, quoi. Ok, merci. Sur le point que tu dis là, c'est quelque chose qu'on vend alors ou pas? Le fait que lui utilise l'USMO tout seul, oui, je te dis, c'est ma ligne de produit, création de dashboards personnalisés, etc. Et lui, il se débrouille tout seul à faire ses dashboards pour pas que ça nous prenne trop de temps. Et puis en plus, lui, il se sent en pouvoir, quoi. Je sais pas si vous avez ça genre sur votre CRM. Moi, si je devais passer par HubSpot à chaque fois que je veux changer un dashboard pour regarder ma donnée dans un pays particulier, voilà, à un moment, tu as envie d'être en contrôle de ta donnée, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que vous utilisez l'IA Chez Greenly ? Ouais. Bah alors, sur pas mal de trucs. Je pense pas encore sur l'USMO. Non. Pas que je sache. Ok. C'est Claire qui pourra te le dire. Pas encore. Je sais pas trop encore ce qu'il y a à faire sur l'USMO en AI. Dans le produit, il y a un truc en particulier sur la donnée, c'est la partie import de données. Donc la collecte de données, c'est ce qui est le plus painful de toute façon dans le bilan carbone, mais je pense pour pas mal de gens ici qui travaillent avec de la donnée. Donc parfois on arrive à aller la choper avec des connecteurs où super, on va se connecter à AWS et ça va nous donner exactement les serveurs qui sont utilisés dans quel pays, à quelles heures, et donc on va pouvoir amener toute cette data, la transformer en carbone et avoir un truc hyper précis. Donc super, vive les boîtes de tech parce que tout est technologisé, mais quand on est dans des boîtes industrielles qui ont en fait des bills of materials qui sont des Excel énormes avec plein de trucs, donc on ne comprend pas. Nous, sur nos premières versions et sur encore ce qu'on avait l'année dernière, c'était t'arrives sur Greenly, tu dois mettre ta donnée dans notre template Excel et ensuite la réimporter dans Greenly
Et donc du coup, ça fait du travail pour le client, aller copier-coller sa donnée pour que ça rentre exactement dans notre modèle. Et maintenant, ce qu'on a commencé à faire, c'est utiliser des outils. Donc c'est pas nous qui le faisons directement, on passe par des outils externes qui te permettent de mettre un Excel qui est structuré un peu à la manière du client, quoi, donc n'importe comment, et le mettre dans la plateforme, et en fait après faire le mapping des données et dire quand je disais données en kilomètres, quand je mets distance, ça veut dire distance entre parenthèses en kilomètres, mapper des colonnes, etc. Et en fait qui retrouve la donnée et qu'il arrive à l'importer dans la plateforme sans qu'on ait besoin de faire des trucs sur Excel, du retraitement à la main, etc. Donc là, il y a un peu d'AI là-dedans. Ensuite, on utilise pas mal l'IA dans tout ce qui est Customer Success. Donc, on a nos experts climat qui sont là pour aider le client. Mais voilà, c'est du temps humain que nous, on essaye de réduire au maximum, surtout pour les questions qui peuvent être répondues toutes seules. Donc, il y a des choses... donc, aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui permettent d'utiliser l'IA pour répondre aux questions sur le support. Et il y a un gros travail de former le client à poser des questions au support plutôt que de le poser à des humains. Donc nous, on a toujours des humains derrière le support. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup expliqué à nos clients. Si tu veux une réponse quand tu as la personne à qui t'a envoyé l'email qui regarde ses mails dans les 24 heures, allez, parce qu'on est sympa, tu peux envoyer un mail. Mais si tu dis dans la plateforme, tu as une personne humaine qui va demander un pool d'experts climat et donc tu auras une réponse beaucoup plus vite. Donc voilà, déjà avant l'IA, on essayait vraiment de mettre les choses au support pour un système de ticketing et que ça aille plus vite et que ça prenne moins de ressources. Mais depuis l'IA, maintenant, c'est vrai que les réponses sont beaucoup, beaucoup mieux et on arrive à avoir des chatbots qui sont connectés au GIEC pour toutes les questions climat, des bases de données climatiques, etc. En plus de nos données internes, en plus des données du client, et donc du coup, il peut poser des questions hyper précises et avoir des réponses. Donc je pense que dans le produit, c'est les deux endroits principaux où on a commencé à jouer vraiment avec l'IA, les deux gros pains. Et puis ensuite, en interne, on essaye de mettre un peu d'IA dans tout ce qu'on fait. Donc un projet là, qu'on a livré hier, c'est que quand un client est signé, et qu'il arrive chez Greenly, en fait, il passe des mains des sales aux mains du CSM et du produit. Et il faut faire toute la passation de données. Donc, tu as un sales qui a enfin fini son cycle de vente et qui va devoir passer du temps à écrire des petites notes sur comment ça s'est passé, etc. Et donc, en fait, nous, maintenant, on a une fiche client qu'on a pré-promptée, quoi, et qui utilise l'IA pour aller scanner tous les calls. Donc, on enregistre tous les calls de vente. Donc, ça scanne tous les calls de vente, ça scanne tous les mails, toutes les données, etc. de notre CRM pour dire ok, en fait, ce client, c'est ses facteurs clés de succès, c'est ça. Il a des deadlines, il n'a pas de deadline, c'est ça qui est important ou pas. Et en fait, cette fiche client, elle est passée à tout le monde et on essaie même de la mettre dans le produit pour que le client arrive dans sa plateforme et qu'on dit on a compris que ta priorité, c'était de faire un bilan carbone très rapidement pour ton appel d'offres de vendredi, ou alors c'est d'avoir une stratégie climat hyper solide pour montrer à L'Oréal que tu es le meilleur fournisseur du monde. Donc, en fait, il arrive dans la plateforme et c'est déjà hyper personnalisé par rapport à ses besoins. Ouais. Moi, j'ai une question sur le niveau d'éducation dont ont besoin vos clients. À quel point est-ce que chaque client est accompagné par un CSM aujourd'hui? Est-ce qu'une fois qu'on leur a présenté une fois les dashboards, ils arrivent à les utiliser en autonomie, ou est-ce qu'il y a besoin de les tenir par la main un peu? Le sujet carbone, c'est un sujet compliqué, mais moi, j'aime à penser que grâce à Greenly, justement, on rend tous nos clients experts en carbone. Et bon, la partie dashboard, c'est la partie facile, hein. C'est la partie quand même où on clique et ça dit voilà tes émissions, tu as la moitié dans le numérique, un quart dans les transports et un quart dans le reste. C'est pas la partie la plus difficile à comprendre, mais c'est vrai que comme on a commencé avec les SMB, on a été obligé de faire quelque chose très step by step.
nos premiers clients, c'était des CEO de toutes petites boîtes de 10 personnes, et donc ils avaient vraiment aucune connaissance carbone et pas le temps d'apprendre, quoi. Donc c'était vraiment très rapidement se dire ok, déjà on va essayer de comprendre ce que tu fais dans la vie, réponds à 3-4 questions sur ton business, importe tes données comptables, comme ça on voit à peu près c'est quoi ton activité, et ok, maintenant on sait que tes postes d'émission principaux c'est ça, 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 et donc du coup on va commencer. Je dis ça pour Greenly parce que moi je fais mon bilan carbone moi-même, je suis la voix du client en interne. Et donc du coup, moi j'ai jamais fait de bilan carbone avant d'arriver chez Greenly, et depuis que je suis chez Greenly, c'est moi qui fais mon bilan carbone tous les ans. Et ça me dit, bah ok, on voit que tu as beaucoup d'émissions dans le cloud, va connecter ton AWS à ton cloud pour avoir les données précises, ou tu as beaucoup de données dans le fait que tu as acheté 200 ordinateurs pour tes 200 employés, mets-nous exactement quel modèle c'est, etc. Et donc, en fait, au fur et à mesure, tu progresses, tu as ton petit task manager et tu te dis ok, en fait, on me pose des questions simples et je réponds aux questions simples, et à la fin, ça me donne des facteurs d'émission. Quand je comprends pas pourquoi ça fait plus d'émissions que ça, parce que je trouve ça bizarre, je passe ma souris dessus et ça me dit on a utilisé tel facteur d'émission qui équivaut à ça, etc. Et donc, je comprends un peu ce qui se passe. Et donc, on essaie vraiment de rendre toute l'expérience assez fluide et simple pour comprendre où j'en suis dans mon truc et quand est-ce que j'aurai fini. Et à la fin, évidemment, on a des experts climat parce qu'il y a des clients qui veulent vraiment qu'on leur tienne la main et tout, et c'est très bien, et on est là pour eux. Mais on arrive aussi à rendre les clients autonomes quand ils n'ont pas besoin d'aide, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir la main tenue, et ils veulent parfois faire leur truc dans leur coin.